Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, qui vient nous raconter son histoire. Un capitaine emblématique du FC Metz. Il a traversé plus de 20 ans de football professionnel sans jamais lever le pied ni la main. 578 apparitions en première division et surtout 0 carton rouge. Défenseur, élégant, capitaine, respecté, fidèle. Parmi les fidèles, il a marqué de son empreinte l'histoire d'un club, d'une ville, d'une région. Aujourd'hui, il enlève le masque, c'est un Destin Lorrain. Bonjour Sylvain Castendoche, Bonjour. ravi de vous accueillir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit votre histoire dans ce livre paru il y a quelques mois qui s'appelle Derrière le masque, un titre qui mérite évidemment une explication. Au début de votre livre, vous écrivez cette phrase très forte: je me suis inventé un personnage, j'ai revêtu un costume. Quel était ce masque que vous portiez pendant toutes ces années ? En fait, le principe, c'était de ne pas montrer les petits moments de faiblesse et les doutes intérieurs, les remises en question qui sont forcément inhérentes à un parcours de sportif de haut niveau. Et puis, ça m'avait même déjà habité pendant mon parcours plus jeune. Donc, en fait, l'idée, c'était de donner toujours cette apparence de solidité, de sérénité et puis de facilité parfois. Alors c'est vrai qu'on vous a souvent décrit comme un joueur calme, froid, intello, sûr de lui. Je voudrais que l'on écoute ce que disent de vous ceux qui vous connaissent bien et que vous connaissez bien. On va les écouter et vous réagirez après. Il n'a pas changé, il a gardé toujours cette générosité, cette passion, ce sérieux, cette rigueur. Il est respecté parce que déjà il a un énorme respect pour les autres. Première des choses, il respecte les adversaires, il respecte ses partenaires, il respecte aussi le sport dans lequel il est actuellement totalement investi et impliqué. C'est un garçon qui a une hygiène de vie très stricte, aussi bien sur le plan alimentaire que dans son hygiène de vie de sommeil et une familiale très bien réglée. Ce qui fait qu'il récupère très bien et puis ce qui fait qu'il est toujours prêt physiquement dans ses matchs et il se blesse pratiquement jamais. Alors, on a entendu Alain Gérard, qui était le médecin du FC Metz, Joël Muller, Albert Cartier, les entraîneurs. Respectueux, impliqués, généreux, sérieux, toujours prêts. 0 carton rouge, je le rappelle. Vous étiez le monsieur parfait. Non, pas le monsieur parfait, mais en tout cas, c'est vrai que ma plus grande fierté, en fait, de tout ce parcours-là, c'est le 0 carton rouge. Parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais toujours transmettre, en fait, comme le dit Albert, d'ailleurs, Cartier. C'est vrai que la notion de respect, pour moi, elle est fondamentale. Elle m'a été inculquée très jeune par mes parents et mes premiers éducateurs. Donc en fait, voilà, c'était ma personnalité et ce que je souhaitais faire. Alors votre palmarès est très riche, 84, une première Coupe de France, une autre en 1988, une Coupe de la Ligue en 96, vice-champion de France 98, 9 sélections d'équipe de France, on y reviendra bien sûr. Mais d'abord, commençons par le début. Footballeur, c'était un rêve de gamin, de gosse ? Oui, vraiment le rêve d'enfant en fait. Et c'est vrai que je suis très privilégié puisque je fais partie des rares personnes à avoir réalisé ce rêve. Quand on fait le test, je vous invite à le faire dans votre cercle ou même auprès d'un plus grand nombre. C'est vrai que c'est rare en fait à la fois d'avoir un rêve d'enfant et puis de le réaliser. Donc moi j'ai eu ce privilège-là depuis aussi loin que je m'en souvienne. D'ailleurs cette photo où j'ai 3 ans avec un ballon dans les pieds, elle illustre bien en fait ce que j'avais au fond de moi. Natif d'Ayange, vous avez vécu à Bistroff-sur-Sarre. Votre premier club, c'était dans le village voisin de Macvillers. Je prononce bien ? C'est bien, c'est Macvillers. Et une première rencontre avec un entraîneur qui était aussi votre instituteur. Que vous a-t-il appris ? En fait, c'est vrai que c'était mon instituteur donc à Bistroff-sur-Sarre. Le problème, c'est qu'à Bistroff-sur-Sarre, il n'y avait pas de terrain de foot. Donc, il a fallu s'exiler à 10 km de là au FC Macvillers. Et donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance de tomber sur Monsieur Helmstetter, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il m'a inculqué tout ce que j'ai, encore une fois, transmis et appliqué après. C'est-à-dire, justement, ces valeurs de respect, les valeurs de travail, les valeurs, encore une fois, d'être passionné par ce football en fait. Ouais. Et vous allez très vite vous faire remarquer par vos capacités. Pourtant, dès l'âge de 13 ans, vous essuyez un premier échec. Alors on va l'expliquer, vous ratez une sélection dans l'équipe d'Alsace qui ne vous retient pas. Alors pourquoi ? Trop petit, trop jeune, trop frêle ? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? En fait, l'image parle d'elle-même. C'est vrai que je suis entouré de deux colosses en fait. Vous voyez, mon déficit physique était criant. J'avais du ballon
ballon. Les entraîneurs sentaient en effet qu'il y avait des capacités, mais comme j'étais limité physiquement, encore un peu plus en Alsace, qui est une terre où on aime bien, notamment au niveau des défenseurs, des gabarits un peu plus impressionnants. Donc c'est vrai que à 13 ans, quand je franchis les différentes étapes pour être dans la sélection des minimes d'Alsace, en fait, à la dernière étape, le sélectionneur me dit écoute, petit, je suis désolé, mais justement, avec ce déficit physique, voilà, tu n'y arriveras pas. En tout cas, moi, je ne te sélectionne pas. Et c'est vrai que du coup, mon rêve d'enfant prend une petite claque. Il a fallu vraiment surmonter cette dure sanction à cet âge-là. Ouais, mais vous allez vous accrocher, vous allez persévérer. La suite se fait logiquement à Metz, dans un lycée sport-études à Robert Schuman, un passage obligé, mais qui encore n'a pas été facile. D'abord parce que vous retrouviez pour la première fois éloigné de votre famille, de vos racines, de vos proches, et vous allez subir des brimades. On parlerait même aujourd'hui de harcèlement. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est vrai que cette entrée au lycée Robert Schuman a été un choc, en fait. Je vous l'ai dit, je venais d'un village. J'étais dans un collège à Sarre-Union qui était plus petit, évidemment beaucoup, beaucoup plus petit que le lycée Robert Schuman. D'ailleurs, le lycée Robert Schuman avait à peu près la taille de mon village. C'est pour vous dire un peu le dépaysement que j'ai vécu. Et c'est vrai que les premiers mois dans cet internat ont été très compliqués parce que donc je partais de chez moi, c'était un exil toute la semaine, comme beaucoup d'élèves ont connu cette situation, mais c'est vrai que là c'était amplifié parce qu'en fait il y avait, je vous dis, ce décalage entre quelqu'un de très rural, de très... et puis cet environnement urbain de grande ville et ce choc en fait un peu de culture que j'ai dû surmonter et c'est vrai qu'à l'internat en fait entre jeunes on se faisait pas de cadeaux et il y avait des dimensions de bizutage et de harcèlement et de brimade en effet parce que voilà, on sentait bien entre nous ceux qui étaient un tout petit peu plus faibles ou ceux en tout cas qui pouvaient subir ces choses-là. Vous allez surmonter cette épreuve, vous allez ensuite rejoindre la SPTT Metz. Et c'est au printemps 80 que votre destin bascule, avec un coup de téléphone d'un certain André Vatrin. Expliquez-nous. Oui, donc M. André Vatrin était le directeur sportif du FC Metz pendant cette période-là. Je savais qu'il me suivait justement dans cette section sport-études. On était une quarantaine et les 40 espéraient justement ce coup de téléphone pour rentrer en centre de formation parce que c'était l'étape supplémentaire pour aller réaliser ce rêve-là. Donc j'ai eu cette chance en fait que M. Vatrin a cru en moi. Donc il a appelé mes parents et donc il m'a proposé d'intégrer le centre de formation du FC Metz. Et votre première apparition sur la feuille de match date du 24 septembre 1982 face à Saint-Étienne, un déplacement. Mais c'est le 19 février 83 face à Auxerre que vous entrez pour la première fois sur le terrain au stade de l'Abbé des Champs. Quel souvenir vous gardez de ce premier match où vous allez vraiment jouer et avec ce statut de professionnel? Oui, en fait, c'est tout des marqueurs. C'est vrai que j'ai fait 578 matchs, donc évidemment... il y en a quelques centaines dont je ne me souviens pas, mais c'est vrai que ceux-là, forcément, laissent des souvenirs, même s'ils sont lointains maintenant, mais il y a des images, il y a des sensations qui reviennent quand j'y repense. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai dû me replonger dans ces souvenirs et dans ces sensations. Et vous savez, le cerveau est quand même bien fait, puisque je pensais jamais pouvoir me souvenir de tous ces moments-là quand il faut les retracer. Et en fait, voilà, en fouillant, en allant chercher, en essayant de me souvenir, tout est revenu. Et donc, oui, le premier match à Saint-Symphorien contre Saint-Étienne, forcément, la première titularisation en première division, c'est un moment marquant. C'était des sensations exceptionnelles. Quand on rentre pour la première fois à Saint-Symphorien avec le maillot grenat, je l'espérais depuis tellement longtemps qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Mais en même temps, il faut maîtriser cette émotion parce que sinon, elle vous paralyse. Et donc, il a fallu quand même faire un match. Et voilà, le souvenir, c'est qu'on avait fait un match un peu moyen. On avait fait match nul contre un Saint-Étienne qui n'était plus le grand Saint-Étienne. Mais voilà, en tout cas, j'avais fait mon premier match. Et vous allez gagner vos galons petit à petit, continuer votre ascension jusqu'à être sélectionné par les Bleus, le maillot tricolore. Votre première sélection, c'était à l'automne 87. Comment on vous l'annonce d'ailleurs? C'est quoi? C'est un coup de fil? Comment ça se passe? Pareil, c'est M. Vatrin et puis donc Marcel Husson qui était l'entraîneur de l'équipe qui me convoque dans leur bureau. J'entendais depuis quelques jours que mon nom circulait, donc c'est vrai que c'était une demi-surprise, mais malgré tout, quand c'est officiel, c'est-à-dire que quand l'entraîneur et le directeur sportif vous disent tu vas aller en équipe de France, tu vas rejoindre les meilleurs joueurs français pour disputer un match de sélection d'équipe de France, donc
là encore, les émotions sont incroyables et c'est vrai que c'est encore plus fort en fait que de faire son premier match pro parce que là on atteint encore un niveau d'excellence qui est bien supérieur. Ouais, alors votre souvenir le plus marquant chez les Bleus, ça serait lequel? C'est la première Marseillaise en fait justement. C'est vrai que je me souviens de ces jours de préparation. En plus Clairefontaine n'existait pas à l'époque. On était réunis dans un hôtel de la région, de la banlieue parisienne. Et c'est vrai que quand on arrive au Parc des Princes, quand on se prépare et quand on rentre sur le terrain et qu'on est happé par cette Marseillaise, là c'est le summum en fait de ce qu'un sportif peut vivre. 9 sélections avec les Bleus. C'est pas la meilleure période pour les tricolores qui étaient, on le dit pudiquement, en reconstruction. Oui, c'était la fin de la période Michel Platini. C'était pas encore la période Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly et ceux qui ont gagné la Coupe du Monde 98. Donc c'est vrai que j'étais au milieu. On avait de bons joueurs. On a fait, moi sur les 9 sélections, il y a des bons matchs, mais en même temps, on a échoué à chaque fois pour se qualifier pour les grandes compétitions qui étaient le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Et c'est vrai que quand on me demande si j'ai un regret dans ma carrière, même si c'en est pas vraiment un, en tout cas, il y a une frustration de ne pas avoir connu une de ces grandes compétitions avec l'équipe de France. Oui. Votre histoire avec les Bleus s'achève avec l'arrivée de Michel Platini comme sélectionneur, qui va rapidement vous faire comprendre, ou pas d'ailleurs, que ça va s'arrêter. De quelle façon? En fait, on retrouve la claque que j'avais subie à 13 ans, parce que Michel Platini me fait sentir que physiquement, là encore, mais au plus haut niveau et étant maintenant construit physiquement, j'avais un déficit à ce niveau-là par rapport à mes concurrents, autres joueurs français qui étaient beaucoup plus armés physiquement. Donc ça a été une des explications. Et puis, il avait envie aussi de sélectionner de nouveaux joueurs, puisqu'il arrivait comme sélectionneur. Donc, et puis il y a une petite anecdote, en fait, comme il habitait Nancy et j'habitais Metz, en fait, il devait me ramener après les quelques sélections qu'on a vécues ensemble, et je me dis que peut-être il en avait marre de passer par Metz, et que du coup, en m'éliminant, ça lui évitait ce petit détour. D'accord. Alors, votre plus belle histoire, c'est quand même avec Metz, avec donc un premier trophée, on l'a dit, en 84, et la Coupe de France en 88 face à Sochaux-Montbéliard. Il a fallu aller d'ailleurs jusqu'au bout du bout, mais vous allez porter pour la première fois ce trophée. Oui, c'est Philippe Hinsberger en tant que capitaine cette saison-là qui le brandit. C'est vrai qu'il y avait un contexte depuis 84 social, industriel compliqué en Moselle, avec la fin programmée et inéluctable de la sidérurgie. Donc on avait aussi cette charge-là de justement donner un peu de bonheur à nos supporters qui globalement souffraient. Et donc on a cette magnifique réussite. On élimine que des clubs de deuxième division à l'époque dans notre parcours et on finit sur cette finale contre Sochaux qui était première de deuxième division. Et on était les favoris, contrairement à 84 où contre Monaco on était le petit poussé. Là on était l'équipe favorite et donc on a assumé tant bien que mal ce statut. Alors tout va bien, pourtant en 1990, après 9 années au FC Metz, vous choisissez de partir. Le club devenait trop étroit, vous aviez d'autres ambitions? Non, c'est un ensemble en fait. Le club et Carlo Molinari avait besoin d'un peu d'argent en fait. Donc vous savez, il a fait un peu le compte des joueurs présents et donc il a constaté que moi j'avais une petite valeur marchande. Et comme il avait besoin de boucler son budget, ça a été une des raisons. Mais la principale, c'était qu'en effet, ça faisait 9 ans que j'étais au FC Metz et que j'en avais fait un petit peu le tour à ce moment-là. On était aussi un peu en fin de cycle après cette victoire en 88. Donc l'idée, c'était d'aller voir ailleurs, de me remettre en question, de découvrir une autre ville, un autre club. Et c'est là que André Laurent, le président de l'AS Saint-Étienne, m'a appelé. Un club, Saint-Étienne, qui vous faisait rêver, j'imagine. Oui, ça a été un peu le fil rouge de ma carrière, puisque adolescent, j'allais voir avec mon papa les matchs des Verts de 76, donc pour la finale à Glasgow. C'est vrai que c'était un peu mes idoles, les Stéphanois. Ensuite, j'ai fait ma première apparition sur le banc de touche à Geoffroy Guichard avec le FC Metz. J'ai fait mon premier match titulaire en première division à Saint-Symphorien contre l'AS Saint-Étienne encore. Et puis cet appel d'André Laurent pour me faire venir là-bas. Il y a eu un match, vous l'évoquiez, cauchemardesque avec Saint-Étienne. C'était un derby d'ailleurs avec Lyon, où vous marquez contre votre camp. J'imagine que ça, c'est dû être un moment difficile. Comment vous l'avez vécu? En fait, j'arrivais à Saint-Étienne, puisque c'était le 3e match de la saison 90-91. Donc, on avait tous clamé que nous avions des ambitions, remettre les Verts en Coupe d'Europe. Enfin bon, il y avait un plan très, très ambitieux. Et puis, en fait, on rate complètement notre début de championnat.
Et cerise sur le gâteau, en fait, sur ce derby qui est peut-être le derby le plus attendu en France, entre Lyon et Saint-Étienne, je marque en effet à 4 ou 5 minutes de la fin du match contre mon camp. Donc on perd 1-0 alors qu'en plus on avait dominé tout le match. Et donc ça a été une gifle et en tout cas une remise en question extrêmement importante, alors que je vous dis, j'arrivais, que je devais faire mes preuves. Et donc, heureusement que j'ai gardé la confiance quand même de l'ensemble, parce que ça aurait pu très mal se passer rapidement. Toujours une persévérance. Vous finirez capitaine de cette équipe de Saint-Étienne, mais les choses ont mal tourné avec l'arrivée de Jean-Michel Larquet, qui vous laisse d'ailleurs encore un goût très, très amer. Oui, c'est vrai que l'incorrection, j'aime pas. Et c'est vrai que Jean-Michel Larquet n'avait pas été franc à ce moment-là, puisqu'il arrivait dans les bagages d'un des fils héritiers de la famille Guichard, qui était la famille fondatrice de l'AS Saint-Étienne, en fait, avec les magasins Casino. Et donc, il voulait reprendre le club. Ils se sont mal comportés avec André Laurent, puisque bon, ils se sont servis d'une défaite en demi-finale de Coupe de France pour justement mobiliser l'écosystème autour du club pour le remettre en question. Et donc, il a dû démissionner, André Laurent. Et quelques semaines après, alors que Jean-Michel Larquet, dans un premier temps, me disait qu'en étant capitaine, il comptait sur moi, j'ai appris après que bien avant, il commençait à vouloir recruter d'autres joueurs et que au final, il n'a pas du tout tenu parole, puisque j'ai dû quitter Saint-Étienne, puisqu'il ne me faisait plus confiance. Direction Toulouse. Un bref passage, retour au FC Metz en 1994, avec l'entraîneur Joël Muller, où vous allez peut-être vivre vos plus belles saisons, on peut dire ça ? Oui, en plus, je reviens alors que j'ai 32-33 ans, donc c'est vrai que c'était un challenge pas évident, parce que quand on revient chez soi, qu'on y a laissé de bons souvenirs, c'est compliqué de rapidement être à nouveau performant. Mais voilà, ça s'est vraiment bien passé. En effet, je retrouve Joël Muller, que j'avais connu juste avant de partir, qui avait repris l'équipe quelques mois avant que je ne m'en aille. Et donc, avec Carlo Molinari, c'est vrai qu'on a constitué un trio, en fait, entre président, entraîneur et capitaine, qui voilà, on n'avait pas besoin de se parler pour s'entendre. On avait la même ligne conductrice, justement, par rapport au comportement et au fait que on voulait que le FC Metz soit une équipe à la fois sympa, mais ça n'empêchait pas d'être performant. Et donc, on a su concilier tout ça pour offrir en effet de belles heures. Puisque... oui, avec une apogée. En 1996, avril 1996, vous êtes capitaine, vous êtes au Parc des Princes pour une finale de Coupe de la Ligue face à Lyon. Et encore une fois, une finale qui ira jusqu'au bout du bout. Un match resté dans l'histoire pour la joie apportée à tous les supporters. Et vous, quelle image vous gardez de cet instant de ce match ? C'est celle-ci, c'est quand je brandis la coupe. Il y en a une, en effet, où on fait la chenille, qui était un peu notre marque de fabrique pour célébrer les buts, qui avait été inventés par Robert Pires et Eric Bersong. Donc oui, c'est deux images parmi tant d'autres, mais encore une fois, une allégresse incroyable et un retour au Parc des Princes, puisque le Stade de France n'avait pas encore été inauguré. Donc on refait une finale au Parc des Princes et on a cette chance, parce qu'en fait, ça s'est joué à peu de choses, cette finale, puisque les Lyonnais ont un but refusé à quelques minutes de la fin. Finalement, on gagne au pénalty à nouveau. Et une autre image, c'est qu'une des rares fois où je rate mon pénalty, en fait. Oui. Alors s'en suivra une saison plutôt exceptionnelle pour le FC Metz, qui réalise un exploit en inscrivant une deuxième place en première division, juste derrière Lens. À quel moment vous avez senti le vent tourner, et en d'autres termes, quand est arrivée la perspective de la retraite pour vous ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque moi, tout au long de mon parcours, cette notion de reconversion, de savoir, de me demander ce que j'allais faire après, ça a toujours été une préoccupation. Voilà, j'y pensais tout le temps. Donc en effet, plus ça se rapprochait, plus évidemment ça devenait aigu. Donc évidemment, la dernière saison, puisque avec Carlo Molinari, je re-signais à chaque fois qu'une année. À mon âge, c'était plutôt sage de faire comme ça. Donc la dernière année où je reprolonge mon contrat, c'est vrai que la question, je le savais bien, allait se poser. D'autant plus que on sortait d'une avant-dernière saison qui était compliquée, puisque dans la foulée de notre place de vice-champion, on se fait éliminer justement en Ligue des Champions contre des Finlandais. Donc en fait, la saison ne s'est pas très bien passée. Donc voilà, ça sentait un peu la fin.
Et donc, forcément, cette préoccupation de savoir ce que j'allais faire, elle devenait très aiguë. Oui, c'est après la saison 2000-2001, saison catastrophique pour le FC Metz, que Joël Muller est remercié. Albert Cartier prend les rênes du club. Mais très vite, il veut faire place à de la jeunesse, en clair. Ouais. Oui, Albert qui était un copain, puisqu'on avait joué longtemps ensemble. C'est vrai que quand il reprend l'équipe en décembre 2000, c'est vrai que dans un premier temps, il me fait confiance, puisque je suis le capitaine. Et rapidement, mes performances ne sont pas au rendez-vous. On était dans un contexte très compliqué. Je commençais à cristalliser un petit peu la grogne des supporters, puisqu'en étant ancien capitaine, avec les souvenirs de victoires qu'on avait laissés, c'est vrai qu'il y avait je cristallisais ça. Donc Albert, au mois de février 2001, m'explique qu'en effet, il va faire un autre choix. Et donc, la reconversion démarre à ce moment-là, en fait. Oui. Et vous disputez votre dernier match le 19 mai 2001, un jubilé à votre gloire, à Saint-Symphorien, mais alors ça ne va pas du tout se passer comme prévu. On va regarder les images et j'aimerais que vous nous les commentiez. Donc là, c'est avant le coup d'envoi. En fait, c'est Christophe Dugarry qui me remet un Magnum de Bordeaux. Et puis le match, ça fait 5 minutes qu'il est commencé. Vous voyez, Jérôme Bonicel déborde. Je prends le ballon en plein visage. Et en ambulance, en fait, je quitte le stade pour me retrouver à l'hôpital Bon Secours, endormi, et je me réveille à l'hôpital. Donc en fait, comme vous l'avez souligné, il y avait une énorme fête qui était prévue. Ça devait être en effet mon jubilé, puisque je ne m'entraînais plus depuis quelques semaines. J'étais à la mairie de Metz, et donc on avait tout prévu, sauf cette fin assez tragique. Et vous le dites dans votre livre, ça sera le premier jour du reste de ma vie. Voilà. Je savais qu'avec ce chaos, en fait, il fallait que je me réveille et puis que je pense à partir de ce moment-là à la suite. Alors, parlons de l'après, même si c'était déjà pendant. Vous êtes très investi dans le syndicat pour les joueurs professionnels. Vous êtes devenu d'ailleurs coprésident. Quelle était pour vous, en fait, votre mission? Qu'est-ce que vous souhaitiez faire dans ce syndicat? Il y avait 2 missions principales. La première, c'est la représentation des joueurs par rapport au dialogue social et aux négociations avec les présidents de club. Les footballeurs sont des salariés de droit commun, donc il y a un dialogue social, une convention collective qu'il fallait défendre pour eux. Donc ça, c'était la première mission. Et la deuxième mission, l'idée, c'était de développer des accompagnements et des services. Et on l'a fait pendant de nombreuses années, notamment sur la fin, j'avais développé un programme sur l'engagement sociétal des footballeurs et des footballeuses. Et c'est vrai qu'en interne, et notamment le coprésident Philippe Piat, était un peu en désaccord avec cette stratégie. Lui voulait se consacrer uniquement au premier pôle qui était le pôle de représentation des joueurs. Et donc, il y a eu cette divergence un peu stratégique sur le plan politique qui fait qu'il y a 2 ans, j'ai quitté le syndicat. Politique, parlons-en, puisque vous avez juste après fait un rapprochement avec Jean-Marie Roche, à l'époque, qui était maire de Metz, qui vous a confié un poste d'adjoint à la mairie de Metz. C'était une envie ou une opportunité? Je l'avais en tête, en fait, puisque j'avais fait connaître ma sensibilité sur la chose publique. J'avais d'ailleurs assisté à un conseil municipal en étant joueur de foot, ce qui ne doit pas arriver souvent. C'est vrai que ça avait été remarqué et j'avais ça en tête. En effet, j'avais envie de découvrir, puisque je suivais la politique et puis la vie de ma ville, puisque j'y étais investi et engagé à travers ma passion dans le football. Donc je voulais découvrir cette partie-là et ce plan-là. Et donc Jean-Marie Roche m'a convoqué un jour de janvier dans son bureau quand il préparait les élections municipales pour le mandat 2001-2008. Et donc j'ai fait la campagne avec lui. On a gagné, on a été élu. Et donc il m'a en effet proposé ce poste d'adjoint chargé des sports et de la jeunesse. Et je peux vous dire que je vous parlais de choc tout à l'heure quand je suis rentré à Schumann et puis au centre de formation et quand j'ai été pro. Là, ça a été un autre choc puisqu'il a fallu très très rapidement en fait que je me forme justement à ce rôle d'adjoint qui est un rôle quand même ultra sensible et ultra complet. Ça vous a donné goût à la politique? J'ai pas l'impression. En fait, ça m'a donné goût à la politique, de suivre la politique, mais en fait, il y a toute une partie dans cette vie politique, en effet, qui m'a gêné. Autant les responsabilités liées au mandat étaient très intéressantes, autant ce manque justement ou en tout cas cette hypocrisie par rapport à cette dimension collective et puis ce jeu politicien en fait m'a beaucoup déçu.
Une dernière question. Quel regard vous portez sur le football d'aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu, bien sûr? En fait, il y a eu 2 événements majeurs qui ont modifié le football et fait ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu d'abord l'arrêt Bosman en 1995 qui a fait que le marché est devenu mondial pour les footballeurs. Donc forcément, ça multiplie l'instabilité et le fait que les joueurs bougent énormément. Il y a beaucoup moins de fidélité. Et le deuxième événement aussi marquant, c'est le passage des clubs du modèle associatif au modèle société à action, qui fait qu'en effet, aujourd'hui, les présidents de clubs et les responsables de clubs ont ce souci en fait, de rentabilité et de business. Donc, ça explique en fait ce qui est devenu le football aujourd'hui. Un destin fait de fidélité, de droiture, d'engagement, de transmission. Merci Sylvain Castendoche d'avoir enlevé le masque et pour nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau destin lorrain.